Salut Adélie, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ouais, est-ce que tu peux brièvement te présenter du coup? Ouais. Salut. Je m'appelle Adélaïde, je suis étudiante à Bruxelles, à la VUB et à Gand, à Jugend, en sciences politiques et sciences sociales. Mais la plupart de mon temps est quand même consacré à l'activisme autour de l'urgence climatique et des questions de droits humains, ici à Bruxelles, en Belgique. Et souvent, ça dépasse les frontières européennes. Bah justement, en parlant de cet activisme, est-ce que tu pourrais me donner un peu ta définition à toi de ce que c'est l'activisme? Comment tu vois ça? Comment tu le définirais? L'activisme, d'abord, moi j'avais très peur de me nommer activiste. C'est d'abord été une étiquette qui s'est mise sur moi avant que même, je pense, je comprenne le terme activiste. Donc j'avais un peu une vision négative de ça. Et en même temps, après, j'ai très vite commencé à l'accepter et à même après, du coup, me prononcer activiste. Parce que pour moi, la définition de l'activisme, c'est juste d'être actif face à un changement qu'on veut voir dans la société. Et donc à partir du moment où là je suis active, j'ai envie de tout faire pour amener un changement structurel face à l'urgence climatique, du coup je me sens activiste. Ouais. Et tu te définis comme activiste du coup. Et je me définis aussi comme activiste surtout. Et du coup, tu disais que tu l'es un peu devenu malgré toi. Mais donc, est-ce qu'il y a un moment, si tu peux le décrire pour les auditeurs qui vont nous écouter aujourd'hui, pourquoi tu es devenu activiste, entre guillemets? Ben, je pense pas qu'il y ait eu un déclic de la raison pour laquelle je suis devenue activiste. Je pense que je baignais un peu dans la conscience de l'urgence climatique, enfin en tout cas du changement climatique, grâce à le fait que j'ai vécu par exemple 5 ans au Vietnam et là-bas on parlait déjà par exemple d'une première migration climatique, on parlait de la montée des eaux du Mekong. C'était en quelle année ça? Ça c'était en 2012 jusqu'en 2016. Ok. Et donc là, il y a eu, je pense qu'il y a une première conscientisation. Ça n'a pas fait que je devenais activiste, mais il y a eu toutes des petites histoires comme ça qui étaient présentes, qui ont un peu créé une base, je pense, fertile pour ensuite qu'une graine d'activiste soit née. Mais, et puis, il y a eu aussi toute la conscientisation grâce à l'école. Au Vietnam, j'étais dans une école, à l'école des Nations Unies, où on parlait beaucoup de changement climatique et de tous les autres objectifs des Nations Unies. Et je pense que ça m'a permis vraiment de créer cette base. Et ensuite, je suis rentrée en Belgique et il y a eu complètement un décalage en fait dans l'éducation. On ne parlait pas du tout de changement climatique, c'était pas quelque chose du tout qui nous était enseigné. Et je pense que déjà, ce décalage a créé un peu en moi, je sais pas si c'était un sort de mini-choc, aussi un peu inconscient, parce que je suis pas directement devenue activiste, mais à ce moment-là, j'étais en mode, en fait, j'ai envie de m'engager dans quelque chose. De pas seulement m'engager dans le sport, dans le théâtre, etc., comme j'adorais faire, mais j'ai aussi envie de m'engager, par exemple, chez Amnesty, chez Oxfam, dans le groupe Ecoteam. Ça restait dans les murs de l'école, mais je commençais à être active dans tous ces groupes-là. Et là, je pense qu'ensuite, ça a eu l'opportunité de un peu briser les murs de l'école, dépasser cette institution pour s'engager. Et ça a été les grèves pour le climat, où en fait on m'a proposé de venir aider à organiser une marche et surtout mobiliser en fait la partie francophone de la Belgique, parce que le mouvement de base il est né de Flandre. Et en fait cette proposition elle a complètement changé ma vie. Je me suis dit ok, vas-y, je veux bien le faire une fois. Et ça a fini à ce que j'ai jamais arrêté quoi. Et donc je pense qu'il y a eu plusieurs petites histoires qui ont fait que, mais après je suis devenue activiste seulement un peu après avoir commencé des actions d'activiste. Et c'est au fur et à mesure de mon activisme que je suis devenue, je pense, activiste. C'est marrant, une question qu'on me pose de temps en temps, on me l'a posée à la radio l'autre jour, c'était est-ce que tu penses que tu serais activiste toute ta vie? C'est une bonne question. Moi, je sais que je vais être activiste toute ma vie. Je sais que je vais être active, non-stop. Je ne peux pas arrêter de vouloir voir autour de moi non seulement un monde meilleur, mais un monde qui respecte les êtres vivants au sens large, et on est loin d'y être. Donc c'est pas seulement qu'une fois qu'on est neutre en carbone en Europe, j'arrête d'être activiste. Il y aura toute la question de toutes les autres limites planétaires. Comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble en respectant les limites sociales, les limites environnementales, du coup les limites planétaires. Et je pense que c'est pas encore gagné, donc je pense que je vais devoir être activiste pendant toute ma vie, ouais. Peut-être à différents niveaux quoi. En fait. Exactement, et je pense que l'activisme, l'action de l'activisme, il change quoi. Je veux dire, il se transforme constamment. C'est-à-dire que mon activisme, il a commencé avec des grèves.
Mais dire que je vais être activiste toute ma vie, ça ne veut pas dire que je vais faire des grèves jusqu'à la fin de ma vie. Ça veut dire que je vais rester active pour créer ce changement, pour faire partie de ce changement. Et donc ça veut dire en fait faire partie des collectifs ou de groupes en fait ou de projets qui vont être actifs. Et donc ça peut se traduire en fait dans tellement de choses qu'il suffit que je reste en fait enracinée dans mes valeurs et après je fais peu importe le projet qui est nécessaire, quoi. Ok. Et du coup, là, la grande question du jour, auquel on va essayer de répondre ensemble en tout cas, c'est et une question qui, moi, personnellement, me revient souvent, mais je pense que toi aussi, si je me trompe pas. Donc la question du jour, c'est donc l'activisme, est-ce que ça fonctionne? Et si oui, est-ce que tu peux nous donner des petits exemples, peut-être 2 exemples pour nos auditeurs aujourd'hui? Je pense que tu en as sûrement des centaines. Oui, est-ce que l'activisme fonctionne? C'est un peu la question que tout le monde se pose constamment. Et puis, même en tant qu'activiste, on se repose la question souvent quand, par exemple, on a eu une campagne qui n'a pas fonctionné ou on a une demande qui n'est jamais arrivée là où on voulait qu'elle arrive. Il y a des moments très difficiles dans l'activisme où on a l'impression qu'on se pose la question du coup, est-ce qu'on a vraiment un impact? Est-ce que ça a du sens ce qu'on fait? Et ce que je réalise, c'est qu'en fait, en tant qu'activiste, en tant que mouvement, en tant que personne qui s'engage, on n'arrive pas à voir en fait ce qu'on sème. On ne sait pas, genre, beaucoup de nos actions mènent à des changements, mènent à parfois même juste quelques remarques à gauche à droite, parfois juste une attention médiatique, publique ou politique. Et c'est déjà énorme parce que ça amène en part vraiment très très important dans le changement qui est nécessaire. Et donc la mobilisation, surtout la mobilisation massive des citoyens, elle a un impact énorme. On l'a vu, je veux dire, avec par exemple les grèves pour le climat, la même année, à un niveau européen, la présidente de la Commission européenne a réussi à mettre d'accord 27 pays en disant notre target numéro 1 pendant les 5 prochaines années, et maintenant même jusqu'en 2050, ça va être le climat, quoi. Ça va être le climat. Et ça, elle nous l'a dit, les yeux dans les yeux, je n'aurais jamais pu mettre d'accord ces 27 pays s'il n'y avait pas eu le mouvement des jeunes dans les rues. Ça aurait été impossible, parce que ce mouvement, il a créé une pression constante vers le monde politique, il a créé des débats dans les médias, il a du coup créé des débats dans le monde politique, tout le monde devait un peu se positionner, et donc en fait on a créé un momentum pour faire émerger quelque chose qui était nécessaire à un niveau politique. Et donc ça c'est magique. Et puis il y a des moments où les résultats sont moins visibles, mais juste moins quantifiables, exactement. Parfois, on ne le voit même pas, mais le fait que grâce à une campagne ou grâce à une mobilisation, on arrive à faire en sorte que certains politiciens se positionnent sur un sujet, que certains médias parlent de ce sujet, que tu vois que tu crées par exemple, je sais pas, une réunion d'urgence dans une commission européenne. C'est ce qui s'est passé avec la politique agricole commune quand on s'est mobilisé. Donc c'est une politique sur l'agriculture, c'est assez précis. La plupart des citoyens européens d'ailleurs ne savent pas que c'est une compétence européenne de réguler en tout cas les subsides de notre agriculture. Bref, c'est un peu complexe, mais on a réussi en plein Covid à mobiliser des citoyens à travers toute l'Union européenne. Et il y a eu tellement en fait d'attention donnée sur cette politique qui d'habitude en fait n'a aucune attention. Enfin, ils avancent comme ils avancent et souvent la bulle hors européenne, c'est pas ce qui se passe. Il y a eu tellement d'attention qu'il y a eu une réunion d'urgence en samedi matin qui s'est faite à la Commission européenne en mode les gars, en fait on a des réactions, on peut pas juste avancer comme on le veut. Et donc en fait c'est juste d'être constamment présent. Parfois on ne le sait pas, on ne voit pas, mais il y a vraiment cette pression et cette pression elle est nécessaire si on veut avoir les objectifs maximum et maximal sur la table, que ce soit dans le monde politique, dans le monde privé, dans le monde public, c'est nécessaire. Et donc non, la pression elle fonctionne réellement et c'est juste que c'est souvent frustrant parce que ce qu'on arrive à atteindre, les impacts qu'on a, ils sont présents, ils sont colossaux, mais on n'a pas la finalité qui est souvent demandée par l'activiste ou par les mouvements. On n'a pas la finalité qui est demandée en fait par le GIEC, par la science. Donc il ne faut pas non plus nier que aujourd'hui on doit toujours faire beaucoup plus, qu'aujourd'hui le Green Deal dont je parlais à un niveau européen, il n'est pas suffisant, qu'il y a toujours des incohérences et c'est pour ça qu'on est toujours activiste aujourd'hui. Donc
l'activisme fonctionne, grâce à ça on avance, mais l'activisme doit continuer, parce que si l'activisme ne continue pas, là on reste dans une incohérence et on ne reste pas à un niveau suffisant et un niveau d'action qui nous permet de réellement faire face à l'urgence. Donc c'est très important de dire que ça fonctionne et que sans la mobilisation des gens, en fait, on n'aurait même pas l'ambition, le minimum d'ambition qui est sur la table, et donc on doit continuer à pousser parce que la motivation, elle vient des citoyens. Elle ne viendra pas du monde politique, elle ne viendra pas du monde privé. Il faut vraiment que le citoyen reprenne son pouvoir de citoyen, ça veut dire être actif en fait dans la société et se mobiliser, s'organiser ensemble, parce que ça c'est incroyable comme on peut faire bouger des montagnes avec ça. Et aujourd'hui c'est encore nécessaire malheureusement parce qu'on n'est pas encore à la hauteur et qu'il faudrait que ces mouvements continuent pendant des années et des années pour vraiment y arriver. Ouais, bah merci beaucoup, c'était très complet. En fait, tu le sais, moi je me suis engagé il y a environ 2 ans maintenant dans l'activisme et j'ai toujours voulu pallier un peu un problème selon moi que j'ai pu observer, c'est un peu lié à tout ce qu'on peut voir dans le milieu militant, aussi que ce soit sa connotation un peu péjorative, qui là parfois, comme tu disais, que toi on te l'a imposé, mais parfois, enfin, moi quand je m'adresse à des gens, ils vont dire militant activiste, ça fait un peu peur, ça fait un peu... Ouais. Enfin, voilà, il y a des gens qui ne comprennent pas toujours les actions. Et moi, j'ai pu observer qu'il y avait un grand manque d'hommes en fait, dans le milieu activiste et aussi de diversité. Est-ce que tu penses que tu peux un peu expliquer ça comment ça se fait qu'on a ça enfin, je ne sais pas si ça te parle, du coup. Oui. Du coup, c'est 2 choses. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent le leadership en fait dans les mouvements pour le climat. Et on le voit un peu à travers le monde entier, c'est pas seulement en Europe, c'est aussi sur le continent asiatique, le continent américain, le continent africain, etc. On voit que les femmes sont là et qu'elles prennent le leadership. Donc ça, pour moi, c'est génial, c'est très beau à voir et il faut qu'elles continuent, il faut surtout qu'on continue à leur offrir cette place. Après, la raison peut-être pour laquelle elles prennent cette place, c'est peut-être parce que justement, elles ne se sentent pas entendues ou représentées dans des institutions politiques ou privées. Et donc, il y a aussi un peu... Il faut aussi questionner la raison pour laquelle ce sont des femmes qui prennent ce leadership et qui ont l'impression pour pouvoir agir, mieux le faire dans la rue qu'ailleurs et en s'organisant en tant que citoyen, etc. Donc ça, c'est aussi, je pense, vraiment important de le préciser. Alors, le manque d'hommes, on se pose beaucoup... Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de mecs aussi. Il y a des mecs dans les mouvements. Après, est-ce que ça attire moins les mecs, les hommes, de venir se mobiliser face à l'urgence climatique, quelque chose qui pourrait paraître un peu émotionnel, sentimental, pas nécessairement dans la définition de la norme de la virilité qu'on retrouve aujourd'hui. Et donc, c'est pas attirant, quoi. C'est pas quelque chose qui va les faire rester dans le cadre de la norme qu'on attend d'un homme. Et donc peut-être c'est la raison pour laquelle les hommes ou les mecs sont moins attirés ou se détachent un peu de la responsabilité face à l'engagement de l'urgence climatique. Ça peut aussi être une des questions ou une des réponses face à ça, au manque d'engagement de la part des mecs. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment triste de voir ça. Et si ça c'est la raison pour laquelle il y a un manque d'engagement, faut vraiment re-questionner la norme de la virilité, quoi. et de l'attente en fait de la part des hommes dans la société. Et puis le manque c'est pas représentatif. De diversité. Ouais, le manque de diversité dans les mouvements et climat, c'est aussi une réalité en fait, parce que on parle d'un point de vue de privilégié. En tout cas moi, je viens d'un point de vue privilégié parler de l'urgence climatique, aussi parce que ceux qui contribuent le plus, ceux qui ont le plus d'impact en fait sur l'urgence climatique, dans la cause du changement climatique, ce sont des personnes privilégiées. Et donc c'est ces personnes-là qui doivent vraiment se questionner et on doit s'organiser pour toucher en fait ceux qui nous entourent, ceux qui nous regardent, ceux qui nous ressemblent et donc ceux qui vont nous écouter et donc ça je pense que c'est très très important de continuer, mais il y a un manque oui de diversité aussi parce que les mouvements climat doivent pouvoir s'ouvrir et voir une vision intersectionnelle du changement qui est nécessaire.
Et ça, je pense qu'en tout cas, dans le mouvement climat des jeunes dans lequel moi j'étais, ça a pris trop de temps. Et c'est seulement maintenant qu'on le réalise, qu'on a besoin d'avoir une vision intersectionnelle, qu'en fait, on ne peut pas juste résoudre la question du CO2 et puis c'est fini, si on est neutre en carbone, c'est bon. Non, en fait, il y a vraiment, on doit revenir voir notre histoire dans l'Europe et occidentale. Donc on doit parler et reparler de colonialisme, on doit réanalyser les dynamiques de pouvoir qu'il y a aujourd'hui, qui se sont installées aujourd'hui, d'où elles viennent, pourquoi elles sont présentes, etc. Et donc ça engendre les questions aussi féministes et autres, et questions de justice sociale aussi. Et donc en fait, on accumule, enfin c'est pas une accumulation, c'est de voir en tout, c'est de voir ça comme un problème qui englobe le tout. Et donc moi, je me suis engagée dans quelque chose qui était, face à l'urgence climatique, mais je pense que c'était juste une porte d'entrée pour réaliser un changement beaucoup plus systémique qui est nécessaire. Et ça, je pense qu'évidemment, si les mouvements climat n'ont pas cette vision de changement systémique et de re-questionnement du coup sur leurs privilèges et sur la question de dynamique de pouvoir qui se sont installées aujourd'hui, on ne va pas pouvoir avoir un mouvement très diversifié. C'est logique, parce qu'alors on se parle entre nous. Et donc je pense qu'il y a cette déconstruction à faire pour y arriver. À fond, et surtout régler le problème au sens large, parce que comme tu dis, si on règle que le problème des émissions, Ouais. y a plein de trucs qu'on règle pas. En plus, on sait qu'il y a énormément de peuples indigènes qui vont aller défendre des forêts, donc en fait, tout est évidemment lié, mais c'est faire comprendre ça à toutes les personnes, les privilégiés, les moins privilégiés aussi, qui je pense ont quand même un petit rôle à jouer, même s'il il est moindre. Mais du coup, peut-être aussi pour les auditeurs aujourd'hui, c'est de dire, mais en fait, comment on devient activiste? Du coup, on a reparti la définition, de dire, au final, c'est quoi un activiste? Comment on le devient? Quel est un peu ton conseil à toi? Est-ce que d'office, moi je prenais souvent cet exemple, est-ce que d'office on doit aller faire de la désobéissance civile pour être activiste? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme, tu vois, moi on me dit toujours, ouais, mais je ferai jamais ce que tu fais à te mettre devant une caméra, mais pour moi, il y a tellement de gens qui travaillent dans l'ombre, en fait. Donc, c'est vrai que l'activisme, en fait, il est très multiple. Si la définition est d'être actif face à un changement qu'on veut voir dans la société, être actif, ça peut littéralement tout et rien dire en même temps. Ça veut dire qu'il y a énormément de moyens d'action, en fait, dans l'activisme. Il y a la désobéissance civile, oui, il y a les grèves, oui, il y a la mobilisation et l'organisation des citoyens, mais il y a, par exemple, comme tu le disais, toi, ton travail plutôt de communication, il y a tout un travail de communication à faire aussi. Et donc, en fait, comme le changement doit se faire dans tous les secteurs de toute façon, en fait, on a besoin d'être dans tous ces secteurs. Et donc, pour moi, devenir activiste, ou quand les gens se demandent comment ils peuvent le devenir, c'est pas de changer tout pour tout claquer et seulement faire des grèves. En soi, venez quand même faire des grèves avec nous. On doit quand même se mobiliser massivement dans les rues. C'est pas ça que je dis. On doit le faire, on doit être présent, mais le reste de notre quotidien, c'est analyser ce qu'on aime faire, le talent qu'on a. En fonction du talent qu'on a, c'est l'appliquer dans l'activisme, c'est l'appliquer dans l'utilisation du changement qui est nécessaire en fait, et qui pourra se créer grâce entre autres à notre talent. Donc voilà, que ce soit dans la communication, utiliser ce talent-là pour communiquer autour de ça, pour mobiliser les gens autour de ça, mais ça peut se faire dans tout autre secteur. On peut le voir aussi des activistes dans le monde agricole parce qu'il y a un changement qui est nécessaire dans le monde de l'agriculture et donc là on peut voir divers moyens d'action, de se mobiliser ou de conscientiser ou de voir des changements dans l'agriculture par exemple. On peut le voir dans le secteur je sais pas, de la musique aussi ou même des humoristes qui pourraient se questionner et amener dans leurs sketchs, etc., des questions climatiques. Et donc, en fait, il y a moyen de devenir activiste, ou en tout cas actif. On n'est pas obligé de se mettre l'étiquette de l'activisme, mais il y a moyen de s'engager, en fait. Il y a moyen d'être engagé, vraiment. Et tout en restant soi-même, en faisant en fait ce qu'on aime faire, continuellement, parce que ça veut dire que ça sera durable aussi. Donc on reste à continuer à faire ce qu'on aime faire, mais encore une fois, on est enraciné dans ses valeurs, enraciné dans le changement qu'on veut voir, et ça, peu importe comment on le fait, quelle action on décide de mener, la racine reste la même, quoi. Ok. Une petite question avec laquelle j'aime bien finir toujours. Tu sais, j'ai un côté un peu positif, j'aime beaucoup tout ce qui est nouveau récit. Notre grand copain Cyril Dion qui nous a tous inspirés, je pense. C'est en fait le monde de demain que tu as envie de voir, il ressemble à quoi?
Ça, c'est une très bonne question, ça. Si... Déjà, je pense que le monde de demain, il ressemble... Enfin, pour répondre à cette question, je ne peux pas y répondre seule et je ne peux pas y répondre en genre une minute parce que il y a tellement tout à recréer, à réimaginer. Mais une chose qui est sûre, c'est que le monde de demain, pour moi, il est super excitant. Il est génial. Il est très sensé. Il est rempli de sens, en fait, dans toutes les actions qu'on mène. Et il est beaucoup plus juste. Et donc, le monde de demain, il ressemble, en tout cas pour le monde occidental, il ne ressemble pas à la manière dont on vit aujourd'hui. Et en même temps, il sera beaucoup plus heureux. Il y a trop d'exemples en fait autour de moi de personnes qui arrivent à s'aligner avec leurs valeurs et du coup qui ne sont pas dans les rêves et les normes qui ont été partagées pour moi depuis que je suis toute petite dans la société qui m'entoure, qui arrivent pourtant à être super heureux, alignés avec leurs valeurs et dans une vie qui est complètement différente. Et donc voilà, il y a tellement une liste à énumérer de tout ce qu'on devrait mettre en place, mais ça peut que être positif, honnêtement. De toute façon, le changement, il doit arriver, donc vaut mieux le créer d'une manière positive. Par contre, c'est sûr que le changement, avant d'y arriver, là, il va être dur. Et ça... Mais ça, on ne peut pas le nier, et en même temps, le changement qu'on veut établir, c'est par exemple questionner nos privilèges, c'est dur, quoi. C'est vraiment dur, mais en même temps, on doit le faire. Donc, et une fois que ça sera fait, on ne peut que vivre mieux. Donc non, pour moi, ça sera rempli de communautés qui arrivent à vivre ensemble. Et par exemple, juste un exemple simple, c'est que on ne sera pas les seuls êtres à vivre, par exemple, dans une ville, quoi. Si on veut rester à vivre dans une ville, aujourd'hui, il y a les humains et les pigeons. Il n'y a rien d'autre. Et c'est vraiment triste, parce que la biodiversité elle est tellement large qu'on devrait pouvoir apprendre à vivre avec les autres êtres qui cohabitent sur cette planète, quoi. Et donc, pour moi, c'est aussi, par exemple, juste ça, le monde de demain. On arrive à cohabiter avec tous ces autres êtres vivants qu'on ne détruit plus en fonction de la manière dont on décide de vivre. Et ça peut que amener du bonheur aux gens, ça peut que les faire sourire. Donc j'ai quand même hâte. Moi aussi j'ai hâte. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, Cola. Et à plus. Ciao.